Bonjour tout le monde, c'est Vérité à venir. J'espère que vous vous portez à merveille. On se retrouve en ce jour pour une vidéo sur les tests PCR et également par rapport à un rapport d'information du Sénat, le numéro 673, qui a été enregistré à la présidence du Sénat le 3 juin 2021. Et on va voir que petit à petit nous amène vers des tests généralisés, ce que Attali décrivait il y a quelques années, mais également ce qui a été retranscrit dans le livre Le siècle biotech qu'on abordera en fin de vidéo. Débutons dans l'ordre par la définition. En 1983, Karim Ullis met au point une technique d'amplification de l'ADN acide désoxyribonucléique, la PCR, en anglais Polymerase Chain Reaction et en français réaction de polymérisation en chaîne. Aujourd'hui, c'est une technique incontournable et couramment utilisée dans les laboratoires. En deux mots, c'est une réaction enzymatique qui permet de sélectionner puis d'amplifier en une très grande quantité un fragment d'ADN particulier présent en très faible quantité au départ parmi des millions d'autres fragments. Il s'agit donc de se focaliser sur une fraction de l'ADN. Il y a 5 types de réactions. La réaction numéro 1, la PCR est donc une technique automatisée. En effet, la réaction de PCR se fait dans un thermocycleur. L'appareil contient un bloc chauffant où l'on insère des tubes contenant notre mélange pour la réaction de PCR et où la température peut varier très rapidement et très précisément de 0 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Le thermocycleur est alors programmé pour effectuer les différents cycles de la PCR. Ainsi, chaque cycle est composé d'une succession de paliers de température prédéterminés et d'une durée bien définie. Ces deux paramètres, température et temps, dépendent de la taille de la séquence à amplifier, de la taille et de la composition en désoxyribonucléotides des amorces. La réaction numéro 2. Chaque cycle est donc constitué de 3 périodes différentes que vous pouvez voir en schéma. Le numéro 1, c'est la dénaturation, le numéro 2, c'est l'hybridation, et le numéro 3, c'est l'élongation. La réaction numéro 3 nous explique le cycle numéro 1, la dénaturation. La température dans le tube est réglée à 95 degrés Celsius. À ce moment-là, l'ADN se dénature. En effet, l'ADN perd sa structure caractéristique en double hélice, les liaisons hydrogènes reliant les bases de chaque brin d'ADN étant instables à cette température. L'ADN double brin, 2 brins, est dénaturé en ADN simple brin, 1 brin, que vous pouvez voir à l'écran. Passons à présent à la réaction numéro 4, la période 2, l'hybridation. Ensuite, la température est descendue à la température dite d'hybridation. Cette dernière est généralement comprise entre 50 et 60 degrés Celsius et elle est fonction de la composition en désoxyribonucléotides. DATP, DTP, DGTP et DCTP. En fait, c'est lié à l'ATGC. Il existe en effet 4 sortes de nucléotides qui diffèrent par leur base azotée. A c'est pour adénine, G c'est pour guanine, C c'est pour cytosine et T c'est pour thymine. Les deux chaînes sont donc reliées entre elles par des liaisons entre les nucléotides complémentaires. A est toujours avec T et G est toujours avec C. Et voici la dernière réaction, la réaction numéro 5. La période numéro 3, c'est l'élongation. Puis la température est réglée à 72 degrés Celsius, température idéale pour l'activité de la Taq polymérase. C'est une enzyme très spéciale puisqu'elle est dite thermorésistante parce que sa température optimale d'action est de 72 degrés Celsius et qu'elle est capable de résister à des températures allant jusqu'à 100 degrés Celsius. Cette Taq polymérase est extraite d'une bactérie extrémophile, Thermus acaticus, qui ne vit que dans les sources chaudes. En effet, c'est en 1969 que Thomas Brock découvre cette bactérie thermophile, dans le plus grand geyser du monde, le Steamboat Geyser, au parc du Yellowstone aux États-Unis. Cette étape permet à la Taq polymérase de synthétiser le brin complémentaire à l'ADN matrice, grâce au DNTPS libre présent dans le milieu réactionnel. Au cycle suivant, les nouveaux fragments synthétisés servent à leur tour de matrice pour la synthèse de nouveaux fragments d'ADN. En théorie, à la fin de chaque cycle, la quantité d'ADN cible est doublée. Le premier cycle est fini et voilà qu'un nouveau cycle recommence. Cela se produira environ 30 fois en fonction du protocole de PCR. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, à partir d'une seule copie d'ADN cible, on pourra donc obtenir 1 milliard de copies d'ADN cible. La PCR est très couramment utilisée dans de nombreux domaines. Retenez notamment le domaine de la médecine, où elle est utilisée pour diagnostiquer des maladies génétiques, la myopathie, la mucoviscidose, des infections virales, sida, hépatite C, le SRAS, bactérienne, tuberculose ou parasitaire, toxoplasmose, mais aussi des cancers. En recherche fondamentale, c'est utilisé notamment par de multiples applications routinières, en médecine légale, pour identifier une personne par son empreinte génétique dans le cadre d'une enquête judiciaire ou pour un test de paternité.
En agroalimentaire, c'est utilisé notamment pour identifier des variétés ou des espèces végétales et animales, pour sélectionner de nouvelles variétés de fruits et légumes, comme la tomate. Pour le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires, détecter la présence d'organismes génétiquement modifiés dans un aliment par exemple. C'est aussi utilisé en histoire pour des études phylogénétiques sur des squelettes fossiles, ADN fossile, rechercher les liens de parenté entre les individus, les cas les plus célèbres, donc les enfants de Louis XVII ou ceux du tsar Nicolas II. Aujourd'hui, ce genre de techniques pour découvrir ses ancêtres, d'où l'on provient, nos origines, etc., sont accessibles au commun des mortels, notamment avec l'entreprise 23andMe, même si cette utilisation est interdite en France. La PCR est également utilisée pour l'étude des migrations des populations humaines et animales en Islande, les Indiens d'Amérique, etc. C'est aussi utilisé pour la détection d'infections virales, bactériennes et parasitaires sur des momies égyptiennes et andines. Par exemple, H.C. Lee et son équipe ont montré la présence du virus HTLV1 à l'origine du sida dans des momies de la cordillère des Andes datant de plus de 1500 ans. Récemment, lors de son voyage en Russie, Emmanuel Macron a refusé de se soumettre à un test PCR de diagnostic du Covid-19, y préférant les prélèvements de ses médecins. Le président français voulait éviter que son homologue russe, Vladimir Poutine, ne possède un échantillon de son ADN. Si l'on poursuit dans cet article de Marianne, nous arrivons à cette question qui est posée. Lors des prélèvements dans le nez, réalisés pour des tests PCR, on prélève de l'ADN ? La réponse de Paul Verdu, oui. L'ADN de la personne qui se fait tester est présent dans le prélèvement nasopharyngé, tout comme dans la très grande majorité des fluides corporels. Ainsi, le prélèvement contient notre matériel génétique, potentiellement celui du SRAS-CoV-2, c'est d'ailleurs ce que l'on recherche quand on fait une PCR pour savoir si la personne est positive au Covid-19, mais aussi celui de bactéries, peut-être de pollen. Notre ADN y est même présent en grande quantité et il est de meilleure qualité que celui qu'on peut par exemple trouver sur des scènes de crime. C'est de l'ADN frais et pas seulement des traces que l'on peut extraire et purifier pour ensuite l'étudier. Un peu plus loin dans l'article, nous arrivons à cette autre question. La Russie aurait-elle pu s'en servir pour savoir si Emmanuel Macron est porteur de certaines maladies ? Scientifiquement, oui bien sûr. Même si ce sont des analyses complexes, on peut connaître les prédispositions à des pathologies grâce à l'ADN. C'est d'ailleurs l'objet des recherches en génétique médicale. On le fait parfois à l'hôpital avec des tests génétiques. On regarde si l'ADN des patients comporte des mutations dont on sait qu'elles augmentent le risque de développer telle ou telle pathologie. C'est par exemple ce qui a poussé Angelina Jolie, avec ses médecins, à décider de se faire opérer des seins. Après un test génétique et les analyses de ses médecins généticiens, elle savait être porteuse de mutations augmentant considérablement le risque de cancer du sein. C'est une mastectomie préventive. L'objectif des recherches est de mieux comprendre quelles mutations sont liées à quelle maladie et comment cela fonctionne. Souvent, la présence d'une mutation n'implique pas que l'on va forcément développer une maladie, mais que notre risque est plus important, mais cela dépend également de notre environnement, notre mode de vie, etc. Intéressons-nous maintenant au Sénat, plus précisément à son rapport d'information numéro 673, enregistré à la présidence du Sénat le 3 juin 2021. Je vous avais déjà produit une vidéo en vous lisant une grande partie de ce rapport d'information. Ça avait été censuré par YouTube. Dans la description, je vais vous mettre un lien pour accéder à la vidéo que j'ai repostée sur une autre plateforme et vous pourrez donc en prendre connaissance. Je vais quand même me risquer à vous lire 2 passages aujourd'hui qui sont liés à tout ça. Par exemple, dans le cas d'une épidémie qui se répand rapidement et dont la mortalité est très élevée, des équipes médicales pourraient ainsi se rendre immédiatement au domicile des personnes vulnérables, ou dans tout lieu où elles se trouvent, pour les vacciner, les soigner ou encore les mettre en sécurité. Il ne s'agit pas ici d'intervenir auprès de tous les plus de 65 ans ou tous les habitants de telle commune. Les croisements de données et le recours à l'intelligence artificielle rendent en effet possible un ciblage extrêmement fin. Par exemple, en exploitant des données génétiques, il pourrait être possible d'identifier immédiatement les personnes réceptives à un variant très rare d'un virus, ou à un vaccin ou traitement particulier, et de mobiliser ainsi les ressources médicales de façon beaucoup plus efficiente. Sans aller jusque-là, la simple exploitation automatisée du dossier médical de chaque individu d'une population cible pourrait déjà permettre de faire beaucoup. Je marque une parenthèse pour vous informer que prochainement, il va y avoir une vidéo très courte vous expliquant comment vous opposer à la création de Mon Espace Santé, qui est la continuité du dossier médical partagé. Ça sera très important ce moment-là, parce que c'est limité dans un délai de 30 jours, il me semble. On reverra ça. Voici un autre passage du rapport.
Et encore ne s'agit-il ici que de technologies limitées à détection d'un état de santé avéré ou au contrôle d'un comportement effectif. Mais à plus long terme, il est probable qu'émergent des technologies prédictives, soulevant des questions bien plus difficiles encore. Un employeur pourra-t-il refuser de recruter quelqu'un au motif que celui-ci pourrait, un jour, faire courir un risque sanitaire aux autres employés, non seulement en raison de ses prédispositions, une comorbidité, un gène spécifique, etc., mais aussi du fait de sa personnalité ou de ses comportements, parce qu'il a un cercle social élargi, qu'il fréquente certains lieux, etc. Une voiture autonome pourra-t-elle refuser de démarrer s'il existe une probabilité que le conducteur, le passager, donc, prenne ou fasse courir un risque sanitaire particulier ? Sa prime d'assurance augmentera-t-elle ? Devra-t-il souffler dans un spectromètre de masse comme on souffle dans le ballon ? Des millions de personnes ont volontairement fourni leurs données génétiques à des sociétés comme 23andMe ou MyHeritage pour se découvrir une éventuelle ascendance ou de supposées prédispositions à telle ou telle maladie. En cas de crise grave, les autorités américaines pourraient-elles demander la communication de ces données juridiquement ? Elles le peuvent déjà, et les opposer à un voyageur lors de son passage de la frontière ou à leurs propres résidents ? Il existe déjà des algorithmes permettant d'identifier un individu à la manière qu'il a de taper sur un clavier, vitesse de frappe, etc. Il s'agit notamment d'un indicateur de sa fébrilité, et donc c'est l'une des fonctions de ces algorithmes, de sa propension à effectuer un achat compulsif sur Internet. Demain, la manière de remplir une attestation de sortie à une heure tardive comptera-t-elle autant que les réponses données ? La prospective est un exercice délicat, surtout lorsqu'elle amène à des considérations dystopiques. Nul besoin d'aller jusque-là, ceci dit, pour se poser les bonnes questions. La crise actuelle nous donne déjà toutes les raisons de veiller à la protection de nos droits et libertés. Je vais vous lire à présent quelques passages du livre de Jérémy Rifkin, Le siècle biotech, le commerce des gènes dans le meilleur des mondes. Page 217-218. La fréquence croissante de la discrimination génétique, de la part des compagnies d'assurance, est d'autant plus inquiétante que nombre des maladies génétiques faisant l'objet d'un dépistage peuvent se manifester avec des degrés divers de gravité. Souvent, il est impossible de prévoir si telle personne en particulier manifestera des symptômes et, si c'est le cas, quelle en sera la gravité. En outre, certaines maladies génétiques sont curables, mais là aussi, avec des résultats différents d'une personne à l'autre. Il paraît éminemment injuste d'exercer une discrimination à l'encontre d'un individu sous prétexte d'une prédisposition génétique contre laquelle il ne peut rien, ou qui ne s'exprimera peut-être jamais, ou encore, si elle s'exprime, qui peut se révéler bénigne ou curable. Nombre de professionnels de la santé redoutent que des millions de personnes puissent être marquées toute leur vie d'un sceau d'infamie génétique et n'en souffrent les conséquences bien au-delà de simples questions de police d'assurance. Les compagnies d'assurance se défendent en expliquant que si la loi leur refuse l'accès aux données génétiques de leurs clients, elles risquent de faire faillite. Donc ça, c'est par rapport aux États-Unis. En 1989, un rapport destiné aux professionnels du secteur déclarait que si on interdit aux assureurs d'exploiter les tests des dépistages génétiques pendant la procédure de souscription, sous prétexte que le niveau de risque ne peut être évalué que sur la base de facteurs que les assurés peuvent maîtriser, alors l'équité, chacun paye en fonction de ses risques, sera remplacée par l'égalité, des primes égales pour tous, quel que soit le risque. Et l'assurance privée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, sera sans doute vouée à la disparition. Ce qui est plus probable, c'est que les compagnies d'assurance compenseront le surcoût des assurés à haut risque en augmentant les primes des assurés à bas risque, et ce, au détriment des plus démunis qui, incapables de payer des primes plus élevées, se retrouveront privés de toute couverture. Le coût des tests de dépistage pèsera fortement sur la décision d'inclure les données génétiques dans l'évaluation des primes et des couvertures d'assurance. Petite pause, avec aujourd'hui les tests à répétition pour le Covid-19 notamment, les coûts sont en train de diminuer. Il vous suffit d'une simple recherche internet pour faire le constat sur la diminution des coûts des dépistages par rapport notamment au Covid avec les tests PCR. Tant que les méthodes de dépistage génétique resteront relativement chères, les organismes médico-sociaux et les compagnies d'assurance ne les utiliseront qu'avec parcimonie. Mais, avec la baisse du coût des tests de dépistage dans les années qui viennent, leur pratique ne manquera pas de se généraliser. Il ne sera pas facile d'interdire aux assureurs l'accès aux dossiers médicaux. 26 États américains ont déjà promulgué des lois leur interdisant de pratiquer la moindre discrimination en vertu de prédispositions génétiques. Mais les assureurs se sont très fortement mobilisés contre ces lois et exercent de vives pressions sur les législateurs locaux et nationaux pour faire amender les dispositions actuelles et éviter le vote de nouvelles lois analogues. Robert A. Meyer, avocat au service du lobby des assurances vie, explique que le secteur
a besoin d'avoir accès à l'information génétique comme au reste de l'information médicale pour décider si une personne est assurable et à quel prix. Susan Van Gelder, vice-présidente de la Health Insurance Association of America, va plus loin. Nous nous opposons à toute disposition légale nous empêchant de recueillir des informations en vue de l'évaluation et du choix des risques. Allons à présent à la page 220. Les employeurs aussi s'intéressent de plus en plus aux tests de dépistage génétique pour la sélection des candidats à l'embauche, et ce pour toutes sortes de raisons. Certaines entreprises chimiques font tester les salariés pour connaître leur sensibilité génétique à un milieu de travail présentant une forte toxicité. En raison du montant élevé des primes d'assurance maladie, de la perspective de devoir verser des pensions d'invalidité et du danger d'absentéisme, ces sociétés souhaitent éliminer les candidats les plus susceptibles de tomber malades. Il coûte moins cher d'assortir le génotype des salariés au milieu de travail que de décontaminer les sites, de les rendre sûrs pour tous les travailleurs, indépendamment de leur sensibilité génétique. D'autres employeurs qui investissent lourdement dans la formation professionnelle d'entreprises à long terme veulent être certains que les candidats recrutés, surtout s'ils sont promis à un avancement par la filière cadre, ne seront pas frappés de maladies handicapantes avant la fin de leur contrat de travail. Avec l'augmentation du coût de la formation et du recyclage, il est logique que les employeurs veuillent être sûrs de ne pas gaspiller leur temps et leurs ressources pour des salariés susceptibles d'être inaptes au travail au bout de quelques années. Pour une femme porteuse du gène BRCA1, qui prédispose au cancer du sein, ou pour un homme porteur du gène de Huntington, ou génétiquement prédisposé aux crises cardiaques ou aux crises d'apoplexie, l'accès de l'éventuel employeur à leur dossier médical risque de jouer un rôle décisif dans les décisions de recrutement et d'avancement. Certains organismes qui exigent de leurs salariés une grande stabilité émotionnelle, comme les industries d'armement, les compagnies aériennes et les services de police, ne peuvent manquer de s'intéresser au dépistage génétique des prédispositions à l'alcoolisme, à la dépression et aux troubles de l'humeur et du comportement. Ils peuvent très bien arguer des dangers encourus par le public si un contrôleur aérien, un pilote, un policier ou un spécialiste de la sécurité souffre de maladies mentales ou risque d'en souffrir à l'avenir. De même, l'identification de caractères et de prédispositions génétiques qui conditionnent certains traits de la personnalité, comme le goût du risque ou l'extraversion, pourrait être jugée utile par des sociétés employant des pilotes d'essai, des guides touristiques, des vendeurs ou des agents de relations publiques. Page 256-257, Bill Gates résume ainsi les efforts récents de collaboration entre biologie et informatique. Nous sommes à l'ère de l'information, et l'information biologique est sans doute la plus intéressante à déchiffrer et à essayer de modifier. La question n'est plus de savoir si c'est faisable, mais de savoir comment on va le faire. Pour la diminution des coûts de test, on peut peut-être prendre ce passage, page 258, voici ce qui est inscrit. En 1996, la communauté des chercheurs en biologie moléculaire a stupéfié Wall Street en annonçant la fabrication de la première sonde d'ADN. Comme nous l'avons signalé au premier chapitre, cette sonde, chip, qui ressemble beaucoup à une puce, chip d'ordinateur, est chargée d'ADN et sert à lire l'énorme masse d'informations génétiques dont est porteur le génome des organismes vivants. Affymetrix, une jeune entreprise de biotechnologie de Santa Clara, en Californie, a conçu des puces susceptibles de détecter des déficiences génétiques. Elle travaille en collaboration avec OncordMed, un laboratoire de tests génétiques de Gaithersburg, dans le Maryland, pour développer une sonde d'ADN qui pourrait détecter les déficiences génétiques de type P53, qui sont considérées comme un facteur décisif dans plus de 60% des cancers humains. Les chercheurs estiment que le jour est proche où les sondes d'ADN seront capables d'examiner un patient, de lire son patrimoine génétique de façon détaillée et même de détecter des gènes anormaux ou déficients. Les puces d'ADN seront un jour capables de déterminer quels gènes sont activés à n'importe quel moment. Pour le docteur Mark Chi, collaborateur d'Affymetrix, nous pouvons envisager de mesurer l'activité de n'importe quel gène avant et après l'ingestion d'une dose de café par un individu par exemple. D'autres puces d'ADN pourraient servir à examiner un prélèvement de la gorge d'un patient pour identifier le microbe éventuellement responsable d'une irritation et même à déterminer quels sont les gènes de la bactérie en question qui résistent à tel ou tel antibiotique. Et enfin, pour conclure avec les extraits de ce livre, nous allons aller à la page 194 puis 198. Page 194. Dans un éditorial, The Economist suggère que la société doit dépasser le moralisme pleurnichard et suranné qui règne en la matière et accueillir à bras ouverts les perspectives économiques prometteuses de l'eugénique commerciale. Voici ce qui est inscrit dans leur article. Et si les gènes permettaient de transformer un corps ordinaire en un corps exceptionnel, plutôt que de se contenter de faire d'un infirme une personne normale?
Doit-on laisser les gens se faire installer des neurotransmetteurs supplémentaires pour améliorer leur performance mentale, ou changer la couleur de leur peau, ou leur permettre de courir plus vite, de soulever des poids plus lourds? Les rédacteurs de The Economist ne cachent pas leur parti pris en faveur du marché. D'après eux, cette nouvelle eugénique commerciale offre aux consommateurs une plus grande liberté qui permet à chacun de faire ce qu'il veut de ce qu'il est et de ce que seront ses descendants. Leur éditorial conclut par une approbation sans réserve de la nouvelle eugénique. L'objectif, c'est de donner aux gens la plus grande liberté d'action possible. De ce point de vue, le fait que les gènes deviennent des auxiliaires de cette liberté au lieu de représenter un obstacle constitue un grand pas en avant. Page 198. Le nouveau langage des sciences de l'information a transformé nombre de chercheurs en biologie moléculaire en ingénieurs, très probablement sans même qu'ils s'en rendent compte. Quand ils parlent de mutations et de maladies génétiques, en termes d'erreurs de code, leur hypothèse implicite, voire explicite, c'est que ces erreurs n'auraient jamais dû exister au départ. Ce sont des bugs, des fautes, qu'il faut déprogrammer ou corriger. Le chercheur en biologie moléculaire devient un informaticien, un créateur de software qui passe son temps à débusquer les erreurs et à reprogrammer les instructions pour améliorer le programme et les performances de sa machine. Cette identification est tout à fait contestable, voire dangereuse. N'oublions pas, en effet, que tout être humain porte en lui un certain nombre de gènes récessifs mortels. Faut-il en conclure qu'avec notre code truffé d'erreurs, nous souffrons d'un défaut de fabrication originelle? Si tel est le cas, à quelle norme de perfection idéale devons-nous nous mesurer? Si tout homme est constitué d'erreurs à différents degrés, nous serons bien en peine de la définir. Ce qui rend si subtilement terrifiant le nouveau langage de la biologie moléculaire, c'est qu'il risque de créer un nouvel archétype inaccessible, un être parfait, sans défaut ni erreur érigé en modèle, un homme et une femme comme nous, mais sans toutes les petites imperfections, sans les marques de faiblesse et de vulnérabilité qui définissent notre essence depuis le tout début de notre existence. Il n'est pas étonnant que nombre de défenseurs des droits des handicapés s'inquiètent de plus en plus des progrès de cette nouvelle biologie. Ils redoutent qu'au siècle des biotechnologies, les handicapés ne soient plus considérés que comme des erreurs de code, des défauts à éliminer, des vies que l'on aurait dû empêcher de voir le jour. Et jusqu'à quel point les gens normaux feront-ils preuve de tolérance quand ils commenceront à percevoir leur entourage comme peuplé d'individus défectueux, truffés d'erreurs de programmation et d'anomalies à rectifier? La question est donc de savoir si l'humanité doit s'engager dans cette vaste entreprise de programmation technologique en laboratoire des générations futures. Quelles sont les conséquences envisageables d'une quête dont le but serait la perfection de l'espèce humaine? J'ose espérer que ce live vous a enrichi de connaissances et d'informations. N'hésitez pas à en faire part autour de vous et à ouvrir des débats. C'était Vérité à venir, on se retrouve très prochainement. Et n'hésitez pas, comme à votre habitude, à soutenir par un message, par un like et pourquoi pas par un partage. Un grand merci et à bientôt.